fait, quand Martine Lussardi m'a proposé le commissariat de cette exposition, c'est elle qui a proposé le titre Banditi de l'arte. Et j'ai trouvé bien par plusieurs motivations. D'abord, le mot bandit, en italien, il y a une autre signification, c'est-à-dire il a vécu vraiment un véritable processus de transformation, ces mots-là, dans l'histoire. C'est-à-dire les bandits en Italie, c'est une figure qui appartient à l'anthropologie culturelle de la vie italienne. À différence d'en France, où le mot bandit reste qu'une proposition agressive. Donc chez nous, les bandits, c'est une figure d'abord réelle. On se souvient de les promenades à Rome de Stendhal. On lui raconte qu'il disait, pour ces gens-là, l'amour est toute puissante. C'est à cause du climat ou de la méfiance, mais pour une jeune fille, il n'y a rien de mieux qu'un jeune garçon qui a passé du temps avec les bandits. Donc tout ça, ça appartient à les premières décennies de 1800. Donc la figure du bandit, c'est toujours présent dans les lettres et dans les cahiers des voyageurs français et allemands pendant les grands tours en Italie. Non? Ensuite, pendant les années 1860, c'est la période de la réunification italienne avec Garibaldi. Et donc la figure du bandit, ça devient une figure à combattre. C'est-à-dire, qui sont les bandits de cette période-là? Ce sont des paysans qui appartiennent au milieu rural qui est en train de disparaître à cause de la nouvelle formation de l'État. Finalement, cette personne-là, on se sent menacé par cette figure d'État qui arrive à toute vitesse en proposant des règles, les règles de la modernité, que cette figure que les journalistes appellent les bandits, d'ailleurs. C'est ça que dénonce Gramsci après, dans les années 30. Donc cette figure-là refusait cette modernité qui arrivait à toute vitesse. Donc il est passé en véritable tuerie méconnue, une guerre civile avec la première armée italienne qui est descendue avec ses soldats, ses carabinieri piémontais, à combattre les bandits. Personne connaît assez bien cette histoire, mais c'est là-bas que Cesare Lombroso, qui c'était le premier, paradoxalement, intéressé à des formes artistiques marginaux, que maintenant on appelait art brut ou outsider art, c'est là-bas que Cesare Lombroso faisait son travail de médecin de campagne. Et c'est là, en Calabrie, que lui a commencé avec la mesuration des crânes. Donc, en utilisant les méthodes de la phrénologie, lui pose les bases pour sa recherche de la criminalité innée. Donc, c'est sur la tête d'un bandit avec un nom, un prénom, Giuseppe Villela, que Cesare Lombroso dévoile sa théorie sur la dégénérescence innée. Donc, Cesare Lombroso, dans son musée privé, dans sa collection, recueillit tout type d'objets, de formes, par exemple des meubles, des cahiers, des vases de prisonniers. Et en fait, l'exposition qu'on présente, il y a une partie historique, dont la partie à rez-de-chaussée, où on présente pour la première fois, c'est un cas exceptionnel, des œuvres d'art qui appartiennent à des collections historiques, dont celle de Cesare Lombroso. Ensuite, le mot bandit, il a vécu un véritable processus de transformation, car quand on est revenu de période de fascisme, du 20e fascisme, Gramsci, c'était le premier intellectuel qui repense une idée d'unité italienne d'une façon organique, c'est-à-dire en tenant compte aussi de toutes les minorités culturelles, les dialectes, les feuilletons, les chansons populaires. Et à partir de là, toute une série d'intellectuels comme De Martino, Cagnetta, et plus encore Pasolini et Giovanna Marini encore, autant de chercheurs musicaux,
vont à suivre cette démarche-là de l'intellectuel organique qui cherche d'intégrer toutes les formes culturelles mineures. Donc la figure de bandit, ça devient avec Pasolini, et c'est s'écrit Corsaire, la figure de quelqu'un qui questionne les centres. C'est un rebelle qui questionne l'idée des centres. Mais ce n'était pas un simple acte de j'accuse, mais c'est l'idée et la réalité de construire un monde ailleurs. Les bandits qu'on présente dans l'exposition, cette exposition à l'Aile Saint-Pierre, sont des personnes qui ont rêvé un monde ailleurs et qui, effectivement, on l'a construit. Donc, avec ces moyens, qui dans des prisons, qui dans des hôpitaux psychiatriques, qui dans les rues, ont trouvé un mot expressif pour dire c'est possible de rêver un monde autre. Celle qui est nue, d'ailleurs, nous étonnons car nous passons beaucoup de temps à parler. C'est possible une vie ailleurs, c'est possible aussi une autre France, une autre Italie, etc. Et perdons aussi beaucoup de temps, non? Par contre, cet artiste assez singulier ont découvert et ont trouvé une façon pour le faire, une façon artistique. C'est le cas de Melina Riccio. Melina Riccio, c'est une dame qui dans les années 80 en Italie, elle travaillait comme styliste. Et elle voulait devenir elle aussi une griffe de la mode. Elle travaillait pour Grizia, pour des autres griffes italiennes. Il avait présenté à une grande foire des années 80 de la mode toute une série de tendes, de couvertures griffées Melina Riccio. Tout ça s'était très mal passé avec le monde des commerçants. Donc pour elle, c'était les débuts d'un déclic psychologique assez fort. Non? Et pendant 30 ans de sa vie, elle a décidé d'arrêter avec la société, c'est-à-dire les contacts à niveau commerciaux avec la société. Et donc elle a décidé de brûler tout son argent pour trouver une voie de purification intérieure. Donc, il a quitté la famille, il est passé plusieurs années dans des asiles psychiatriques, il est revenu dans les rues. Tout ça jusqu'à trouver sa façon expressive et qu'elle raconte qu'à partir de sa purification intérieure, elle décide que sa mission dans la vie, c'est celle de recréer le paradis dans la terre. Donc on revient à l'idée d'un monde autre que c'est possible de recréer. Et tel comment le fait. Avant tout, elle dit que ce n'est pas l'art, mais avant tout c'est le travail dans la terre. Elle dit que les personnes, maintenant on utilise beaucoup de gants, on utilise sa façon métaphorique de dire qu'on se met des barrières, des vitres, des gants, non, pour ne pas toucher la terre, pour ne pas nous toucher entre nous. Et donc il faut revenir à les choses essentielles de la nature. La nature nous déclame le besoin de notre protection. Donc, elle fait ça, fait son travail dans les jardins publics, elle ramasse la poubelle. Et en faisant ce travail-là, tout ce qu'elle ramasse, puis ça devient aussi la matière pour transmettre un message. D'abord, elle était graffiteuse, elle était writer. Quand j'ai connu ce travail, j'étais étonné, car moi je voyage beaucoup en tant que comédienne en Italie. Et j'ai découvert ce message dans les rues de Rome, de Palerme, à la gare de Naples, à la gare de Venise. C'est une dame qui laissait des petits messages écrits avec un crayon, un stylo. Je suis étonné de ça. Et des petits messages en rime. J'ai décidé de tout photographier, créer un archive à propos de ça, car j'ai dit que c'est une mémoire qui doit rester quelque part. Et c'était le début de l'idée d'une exposition qui s'appelait Nous, c'est de la parole toujours en marche. Et elle était réalisée à Gênes, en Italie, en 2010, et c'était une exposition qui analysait l'idée de la parole nomade. J'ai pris les mots de Marcos, le subcommandant Marcos, le guerrier mexicain, qui disait à propos de son peuple, les Chiapas,
nous les sans voix, nous les sans visage, nous c'est de la parole toujours en marche. Et Mélina Riccio, que je ne connaissais pas d'abord, je ne connaissais que pour ses graffitis, et elle était quelqu'un qui pour moi représentait l'idée de la parole en marche. Quand j'organisais cette exposition-là, elle n'était pas au courant, on ne se connaît pas tellement. Elle est arrivée quelques jours après et c'était un véritable choc pour tous les deux. Pour elle, de voir son travail de graffiteuse présenté pour la première fois avec des moyens photographiques, des vidéos. Et donc commence entre nous une relation. Et, c'est ça finalement. Ce que disait Pasolini, c'est que la véritable tragédie, c'est de ne pas pouvoir expliciter une chose, mais de ne pas pouvoir être compris. Donc, celle que ce monde singulier nous demande, c'est en écoute. C'est en écoute. Mon expérience avec elle, c'était ça. C'était de partager avec elle, même aussi des moments forts. Mais Mélina, petit à petit, elle a trouvé sa voix expressive et des graffitis, elle est passée à la broderie. Elle a repris son travail de styliste pour donner un cadre, pour donner un moyen expressif à son message. Que c'est toujours elle de reprendre la nature, de la sauver. Donc, tout cela, c'est un mur. Il était créé à Gênes pour l'exposition Nous, c'est de la parole toujours en marche et qu'il a voulu recréer ici. Moi, j'étais honoré d'accepter l'invitation de la Halle Saint-Pierre car c'est un lieu que moi j'aime beaucoup et c'était le lieu qui m'a fait connaître un peu les arts hors normes. Je me souviens d'abord avec l'exposition Écriture en délire, puis ensuite art brut japonais, etc. J'avais toujours rêvé d'organiser une exposition ici. Et donc, c'est comment la Halle Saint-Pierre dédie chaque année, ou de temps en temps, des rétrospectives à des pays. Donc, bon, voilà, est arrivé le temps pour l'Italie. Il ne pouvait pas être une rétrospective, c'est un véritable panorama, c'est un éventail de créations singuliers où il y a des artistes qui ont passé, qui ont travaillé pendant le milieu psychiatrique, des artistes qui ont créé ces œuvres dans les ateliers de création qui sont nés à partir de la loi 180, la loi qui a fait l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, c'est une partie importante de l'histoire italienne. Des autres artistes qui ont travaillé sur les bords des rues, en construisant des jardins fantastiques et qu'on a repris avec des moyens photographiques, des sculptures. Donc bon, voilà, une véritable vie italienne que vous invite toute l'année. L'exposition reste jusqu'à 6 janvier 2013. Il y aura pas mal aussi des événements collatéraux. Donc je vous invite à nous découvrir.